Ce balado est une présentation de Démocratique. C'est la référence en logiciel de mobilisation politique. Identifiez les électeurs, gérez vos bénévoles et vos donateurs et bénéficiez d'un module avancé de communication. Allez vers la victoire en visitant démocratique.org/logiciel. Démocratique avec un K. démocratique.org/logiciel. Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Mon nom est Denis Martel. Je serai votre animateur ce soir. Aujourd'hui, je suis avec Ronnie Al-Nassir. Salut Ronnie. Bonjour, bonjour. Et je suis avec François Larouche. Salut! Cette semaine, on a un monde qui est complètement sans dessus-dessous. Québec solidaire est plus souverainiste que le Parti québécois. Le nationalisme est maintenant un élément distinctif au Parti libéral du Québec. Et Stephen Guilbeault est un expert en art et culture. C'est la meilleure transition, je te le dis. C'est la meilleure transition au Canada. Cette semaine, on vous invite... On a beaucoup de stock. Oui, on a beaucoup de stock cette semaine. On est de retour pour un épisode régulier, premièrement. Puis ça, j'ai l'impression que ça faisait longtemps. Ça fait du bien, hein, les gars? Ah, ça faisait un petit peu. On s'ennuyait. Oui, je m'ennuyais de ça, faire un petit épisode régulier des engagés publics pour qu'on parle d'actualité, parce que dernièrement, on a eu beaucoup d'entrevues. François, tu as rencontré Catherine Fournier, donc c'est disponible. Yes. Oui, c'est disponible pour écoute sur nos différents canaux. On aura l'occasion d'en parler d'ailleurs aujourd'hui, c'est dans nos sujets. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Sylvain Gaudreault qui s'est lancé à la course à la chefferie du Parti québécois. C'est aussi disponible. Il y a eu 4 entrevues avec les candidats de la partielle dans Jean Talon. On a vraiment l'impression de remplir une mission publique quand on fait ce genre de truc-là. François, je sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, comme si on avait une utilité publique, de donner justement une voix un peu plus longue que des simples clips à différents candidats. C'est pas les endroits pour pouvoir le faire ne sont pas nombreux, puis je suis fier que les engagés publics fassent ça, moi. Non, puis c'est intéressant, puis tu sais, j'en ai écouté plusieurs. On les voit, ces politiciens-là, sous un autre jour, puis on l'a dit plusieurs fois, puis Ronnie, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais on se rend compte qu'on a beaucoup de points en commun plus qu'on pense, en tout cas. Effectivement, ça humanise beaucoup les gens quand on écoute ce genre d'entrevue, donc c'est très bien. Oui, puis ça nous aide justement à ne pas se camper ou à se radicaliser, tiens, pour prendre des mots bien à la mode. Et puis tout ça pour valoriser l'engagement, puis vous le savez, c'est notre mission. Pour ceux qui veulent savoir par où commencer pour s'engager, que ce soit pour l'environnement ou dans un contexte politique, vous pouvez visiter agir.engagépublic.com. Il y a des pistes pour commencer puis pour démarrer un engagement. OK, cette semaine, on a un beau sondage. On a un nouveau sondage. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Tu penses que ça date d'aujourd'hui? Moi, j'en ai un d'aujourd'hui, effectivement. Là, maintenant, c'est pour les auditeurs. Ça dépend toujours à quel moment ils l'écoutent. On est mercredi, le 27 novembre. Un nouveau sondage léger qui nous révèle que la CAQ a perdu quelques points. La question, c'était sur les intentions de vote. Si on avait à retourner aux urnes aujourd'hui dans un contexte national, la CAQ serait en perte de 6 points pour 38%. Le Parti libéral se retrouverait à 27% avec une hausse de plus 6 points. Le Parti québécois aussi en hausse, plus 4 points de pourcentage pour présenter un beau 19%. Et Québec solidaire serait en chute, aurait perdu 5 points de pourcentage pour être à retourner à un maigre 10%. François, est-ce que c'est Catherine Dorion qui tire Québec solidaire vers le bas? Je sais pas, Denis. Ça n'a pas d'allure, Denis. Ça n'a pas d'allure. Parce que je sais que là, on va le dire pour comme transparence, c'est moi qui fais une note. Là, fait que juste c'est moi qui c'est de ma faute. Mais comment ça qu'on parle pas du climat d'abord? Moi, je voulais juste quand même être cohérent. Puis avant, je vais répondre à ta question, mais je voulais quand même signaler que toutes les émissions du Monde cette semaine devraient commencer avec l'avertissement de l'ONU.
qui nous invitait à agir dès maintenant pour contrer les changements climatiques puis régler la crise climatique. Il va falloir réduire les émissions de GES de 7% par année d'ici 2030 pour limiter un réchauffement de 1,5%. Ça veut dire plus de route 132 qui sac le camp. Ça veut dire plus d'inondations pour nos amis puis nos collègues en Beauce. Ça veut dire plus de crise climatique avec les ouragans, les tornades partout sur la planète. Fait que je voulais juste quand même qu'on passe pas ça sous silence avant de parler de choses beaucoup plus importantes, Denis. Oui, mais c'est ça. Mais moi, là, QS. Toi, tu me parles d'environnement, mais moi, j'ai vraiment envie de parler de coton ouaté. Mais la transition est là en même temps. Je blague, mais je semi-blague parce que c'est exactement le fond de mon propos. Pendant que puis nous-mêmes, je l'ai laissé comme ça dans les notes. Pendant qu'on parle de Catherine Dorion qui a un fonds, QS est supposé d'être sur la crise climatique et d'être justement sur cet avertissement-là. Ultimatum. D'abord, là, premièrement, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais on parle seulement d'un sondage, OK? Fait est-ce qu'il y a un cause-effet réel des frasques de Catherine Dorion sur la popularité de Québec solidaire? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. On regardera d'autres sondages. Il y a plein de variables qui impactent la popularité d'un parti. Fait qu'il ne faut pas capoter. Okay? Mais pourtant, vas-y. Manon Massé a embarqué un peu dans le bagwagon aujourd'hui. Il est allé même jusqu'à se prononcer pour dire, défendre, selon elle, Catherine Dorion en disant que Catherine, on allait premièrement apprendre à la découvrir, imagine, toi, comme si on n'entendait pas assez parler. Mais c'est quoi qui est prioritaire, Denis? C'est quoi la priorité? Tu sais, je veux dire, est-ce que les décideurs de QS vont consciemment décider de faire de leur programme des éléments de la guerre culturelle? Puis, soyons clairs, là, Catherine Dorion a raison sur des affaires, elle a tort sur d'autres. Si on veut me vendre que c'est plus important l'habillement des élites que de loger du monde, j'ai un problème. Est-ce qu'il faut revoir l'habillement? Est-ce que sur le fond, elle a raison? C'est un autre débat. Mais dans la priorisation, puis finalement, tout est dans tout, en parlant du climat, on revient à ça. Est-ce que c'est plus important de parler de leur programme, d'être cohérent là-dessus? Ils veulent parler de quoi? De climat, d'indépendance, de justice sociale? Les décideurs de QS, parce que c'est ça, là, c'est un collectif, là, ils ont un choix devant eux autres en ce moment-là. Ronnie, est-ce que la plus grosse baisse que QS a vécue depuis longtemps, peut-être même depuis son début, est due aux frasques de Catherine Dorion? Je serais pas prêt à dire qu'il y a un cause à effet. Je suis assez d'accord avec François. On peut pas dire ça, hein, c'est encore tôt. Moi, ce que je veux parler, c'est plutôt l'Assemblée nationale en ce moment. Écoutez ça, c'est vraiment désespérant. Là, je sais pas si vous avez vu la semaine passée l'escarmouche entre Marc Tanguay et Simon-Jeanin Barrette et François Paradis. C'était dans quel contexte? C'était une période de questions? Oui, c'était en période de questions. Dans le fond, Pierre Arcan a posé une question à François Legault sur les enfants autistes. Dans le fond, le PLQ demande une commission là-dessus parce qu'ils ont une députée qui s'appelle Jennifer Macaron dans Westmount, si je ne me trompe pas, qui, dans le fond, a des enfants autistes. Puis elle veut une commission parce qu'il y a certains services qui arrêtent quand les enfants atteignent 18 ans. Et la CAQ, ça fait plusieurs fois qu'ils refusent ce mandat-là parce qu'ils disent qu'on en fait déjà assez puis qu'il y a assez de travaux parlementaires, tout ça. Et là, ça s'est un peu échauffé à l'Assemblée nationale au point que Simon-Jeanin Barrette a tutoyé le président en chambre et lui a dit « sors-le carrément » à propos du leader de l'opposition, Marc Tanguay, qui refusait de s'asseoir quand le président se levait. Ça nous rappelle un peu l'incident de la girouette là, avec Mario Dumont et Jean Charest. Donc, c'est vraiment des enfantillages, puis ça reflète un peu ce qu'on vit en ce moment. C'est que les vacances de Noël arrivent. Hein? Ouais, je pense que tout le monde a besoin de vacances, tout le monde a besoin de se rappeler pourquoi ils sont là, puis pourquoi ils vont à l'Assemblée nationale. François Legault répond à la question de Pierre Arcan et dit on n'a pas de leçon à recevoir du PLQ, blablabla. Encore une fois, il est rentré dans la partisanerie crasse, puis dans le... je veux dire, à un moment donné, ces gens-là, il faut qu'ils se rappellent pourquoi ils sont là, puis effectivement, il serait temps qu'on arrête de parler d'habillement, puis il serait temps qu'on commence à parler, par exemple, de climat. Moi, je veux dire, ma génération est plus conscientisée que jamais au climat, puis... Je pense que c'est le temps que nos élus prennent ça en main et agissent. Est-ce que, Ronnie, tu irais jusqu'à nous dire que ça a un impact justement sur les résultats du sondage qu'on constate aujourd'hui? Qu'est-ce qui a un impact? Cette attitude-là, par exemple, de la CAQ?
C'est certain que le cynisme est dans l'air. Je veux dire, ce gouvernement-là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un gouvernement qui est assez qui démontre pas sa capacité à travailler avec les autres, puis qui est assez fermé sur beaucoup d'enjeux. Puis c'est sûr qu'il y a une majorité immense. Oui, mais justement, puis si seulement il y avait un nouveau mode de scrutin qu'on pouvait appliquer pour empêcher les majorités, je dis ça, je lance une idée, c'est fou de même. Là. En tout cas, donc, oui, vraiment, c'est sûr que ça aide pas le cynisme dans la population. Donc... Mais moi, les gars, je vous inviterais quand même à être prudents. C'est quand même très, très fort, les scores qu'ils ont. S'il y avait eu, justement, un vote aujourd'hui, ça aurait été encore un... Il gagnerait encore haut la main. Oui, il gagnerait, puis haut la main. Je pense qu'il est tôt pour parler d'un revirement significatif par rapport aux intentions de vote. Mais quand même, il faut prendre acte de ce qu'on vient de voir. Là, on a 2 partis qui vivent une baisse actuellement, puis ce sont les nouveaux partis. Puis là, je mets des gros guillemets. Mais en fait, c'est ceux qui ont été devant les caméras le plus. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Puis... Mais ça se pourrait-tu que Pascal Bérubé fasse un bon travail? Y a-tu aussi cette réalité-là? Là, on a vu que le Parti québécois a vu une hausse, mais ça peut pas être... On peut pas juste attribuer ça, il me semble, au mauvais coup des 2 autres partis. Il y a aussi, puis je vais mettre Ronnie dans mon propos, même ce que le Parti libéral. Est-ce que les vieux partis, pour reprendre encore des guillemets, auraient fait, eux autres, des bons coups et pourraient s'attribuer le mérite de ces hausses-là? Je pense que je sais pas nécessairement si ça s'est reflété dans la population, parce que c'est quand même la population qu'on sonde. Je sais pas à quel point la population est au courant de ce que le PQ fait en chambre et le PLQ. Mais c'est certain que je trouve que ces 2 partis-là, qui se cherchent en ce moment, sont peut-être capables d'être plus audacieux. Par exemple, on peut pas ne pas souligner l'excellent travail que Monsef Déragi, le député de Néligan du Parti libéral, a fait sur le PEC. Ça a vraiment été absolument incroyable comme travail. Puis ça, c'est peut-être une nouvelle qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup reflété dans la population. Même chose sur les maternelles 4 ans. Je veux dire, Marois Risky est absolument à talonne Jean-François Roberge comme j'ai jamais vu. Mais on les voit pas. Tu vois bien plus les critiques et le gouvernement se faire vers le pays sur l'immigration dernièrement que les questions de l'opposition. En fait, ce que tu vois plus de l'opposition en ce moment, c'est la course, là. Effectivement, maintenant, mais je veux dire, tu sais, quelqu'un comme Mauriski est quand même beaucoup dans les médias, tu sais, pour le meilleur et pour le pire. Au PLQ, il y en a qui trouvent qu'elle est trop dans les médias, il y en a qui trouvent qu'elle l'est. Mais je veux dire, ça donne la visibilité au parti, je veux pas, puis les gens voient peut-être un autre visage du Parti libéral, on aura la chance d'en reparler, mais ils voient peut-être un Parti libéral qui est représenté par une jeune qui a à peine passé la trentaine, donc puis encore une fois, une Dominique Anglade qui fait des sorties, je sais pas à quel point elle est aimée dans la population générale, mais je veux dire, c'est quand même de la diversité, c'est quand même, ils voient peut-être une nouvelle image du PQ. Même chose pour le PQ, je veux dire, Pascal Bérubé, c'est quelqu'un qui intervient super bien dans les médias. Chaque fois que je l'entends parler, je le trouve pertinent. Pour le meilleur, pour le pire, je trouve qu'il est pertinent. Donc, je pense que ces 2 partis-là font quand même un bon travail, il faut le reconnaître maintenant. Est-ce que c'est ça qui cause les changements dans les sondages? Le propos de Ronnie m'amène une question, François, pour toi. Est-ce que on serait juste un peu trop dans nos bulles? Par exemple, Ronnie serait trop dans sa bulle libérale, nous, on serait un peu trop dans notre bulle péquiste, et qu'en réalité, ce n'est que le statu quo perçu et surtout les gaffes des autres partis qui font que les vieux partis remontent, comme si le statu quo, finalement, pouvait être payant, de se faire oublier un peu. Il est trop tôt pour voir des tendances en ce moment. C'est un sondage. Ça peut, je veux dire, à plus 4, moins 5, ça bouge un peu, mais c'est pas des grosses tendances. Puis voyons s'il y a un autre sondage très bientôt. Voyons, en plus, la période des fêtes, des fois, c'est historiquement une période où ça bouge un peu dans l'électorat. Les gens s'en jasent, les gens cogitent un petit peu pendant une petite pause. Fait que moi, en tout cas, surtout si j'étais au Parti québécois, je ne crierais pas victoire. Tu continues ton bon travail, tu fais comme si de rien n'était. Tu ne cries pas victoire. Faut pas célébrer ce genre d'affaires-là. Premièrement, ça a l'air arrogant. Puis deuxièmement, si tu fais déjà quelque chose de bien, là, c'est pas pour toi. C'est pour le Québec. J'ai de la misère à croire que c'est complètement innocent que ce sondage-là sorte un petit peu avant le vote dans Jean Talon, qui est un vote très important quand tu y penses. Moi, je suis peut-être l'esprit mal tourné par rapport à ça, mais je me dis qu'il y a une stratégie médiatique autour de ça.
Ça peut avoir un impact sur l'élection. C'est quoi, j'ai pas suivi Jean Talon, c'est quoi, jusqu'aux dernières nouvelles, là, c'est la CAQ haut la main qui devrait rentrer ou... Ben, écoute, moi, quand j'ai parlé aux différents candidats dans le cadre de mes entrevues... Ouais, ben là, tout le monde va dire que c'était eux qui allaient rentrer. Exactement. Tout le monde se voit en bonne position. Je pense que même au PQ, ils pensent on nous dit qu'ils vont gagner. Cela dit, la réelle course, là, ce que j'entends, ce serait que c'est la CAQ qui est vraiment en avant du peloton et qu'il semblerait... En tout cas, là, après, là, on peut vraiment... Il semblerait qu'on peut pratiquement tirer un dé entre les libéraux et Québec solidaire. Ce qu'on me dit, c'est il semblerait que Québec solidaire serait mieux placé qu'on pourrait l'imaginer. Donc, le vieux fond de rouge n'opérerait pas autant qu'on aurait pu le penser. Mais là, on va voir. On va voir. Hey, OK, justement, on parle de Québec solidaire. On va faire un retour sur le congrès. Il y a eu des congrès pas mal dernièrement. Yes. Il y a eu des congrès pas mal dernièrement, donc un petit retour sur le congrès de Québec solidaire. Québec solidaire qui met de l'avant l'indépendance pour tenter de gagner les prochaines élections. Ça, c'est assez surprenant, je te dirais, même dans mon cas, je trouve ça surprenant. Le plan de Québec solidaire vers la souveraineté pourrait peut-être aider les libéraux, par contre, admet Gabriel Nadeau-Dubois. François, maintenant que la CAQ... Oui. Maintenant que la CAQ a mangé le lunch le lunch nationaliste du PQ, est-ce que Québec solidaire veut manger le lunch indépendantiste et progressiste du Parti québécois puis le laisser tout seul avec son petit sac de papier vide à siroter un jus bantam? Ben qu'un, Denis! Ben qu'un! Écoute, sacrément. Mais on est vraiment pas dans une bonne situation, hein. Je veux dire, on étant les Québécois, là. C'est quoi nos choix? C'est quoi notre choix qu'on a? Qu'est-ce qu'on a devant nous? T'sais, oui, les plaques tectoniques ont changé, puis on se ramasse avec finalement... Puis vous pourriez être pas d'accord, les boys, là. Mais... Écoute, quand c'est rendu que même il y a une gang nationaliste au Parti libéral, puis qu'il y a presque plus de différence entre le PQ et Québec solidaire. Il y en a, mais quand même. Ça fait mal ce que tu dis là. Continue, mais ça fait mal. Non, mais tu vois quand même que les plaques tectoniques ont changé. Oui. Mais continue, je trouve ça intéressant. Ce que tu es en train de nous montrer, c'est que les axes sur lesquels les enjeux se décident ont tellement bougé qu'on est rendu que tout est mêlé. Là, un peu comme... Ils prennent le champ. Donc là, on se ramasse avec des partis qui se cherchent. On se ramasse avec des partis qui se campent. Puis on se ramasse avec des partis qui ne rassemblent pas. Parce que pour avoir été dans un parti, ce que tu vois, puis je suis très curieux de t'entendre, René, sur ce que tu as vécu en fin de semaine au Parti libéral. Oui. Tu plais à qui quand tu es en recherche identitaire, quand tu es en crise identitaire? Tu plais à qui? Tu veux plaire à l'électorat ou tu veux plaire à ta base? Pour qui t'existes? Les libéraux se posent la question en ce moment. Ils ont l'air d'être pris entre nationalisme et traditionnalisme. Ben non, c'est pas ça que je dirais. Je t'ai entendu dire justement, c'est rendu qu'il y a une gang de nationalistes au Parti libéral. Il y a toujours eu une gang de nationalistes. Traditionnellement, dans le temps des... Il était tranquille dans 15 même sous Charest, il y en avait. Même sous on les entendait peut-être moins, mais il y en a toujours eu. Puis si j'ai côtoyé ces gens-là, moi, pendant les 5 dernières années, depuis que j'ai pris ma carte de membre du Parti libéral. Donc, c'est juste que là, maintenant, avec l'élection qui a eu lieu, l'occasion de se redéfinir, elle est là. Puis c'est pour ça que ces camps-là, il y a ce struggle maintenant entre ces deux camps-là. Puis il y en a un des deux qui va finir par passer par-dessus l'autre. On va en parler de... Attends une minute. Parce que là, on se ramasse avec ça au PLQ. On se ramasse avec ça... dans le fond, c'est la même dynamique chez Québec solidaire et le PQ parce que c'est deux frères ennemis. C'est deux factions quasiment rendues identiques qui viennent de la même racine. On se ramasse avec une politique nationale du Québec de régionalisme. Chaque petit coin politique est rendu avec son parti. Chaque petit coin politique est rendu avec sa gang. On est dans une dynamique de proportionnelle. Sans la proportionnelle, ça ne marche pas de même, notre système en ce moment. Puis on va se manger la laine sur le dos, toute la gang ensemble. Au lieu de s'unir, mettons que le PQ puis QS, au lieu d'unir les progressistes puis d'unir tous les souverainistes. Il n'y a pas plus souverainiste que Québec solidaire à cette heure que la constituante puis le référendum après. Les deux, puis là, c'est pas encore très défini dans la mécanique au PQ, puis c'est voulu comme ça. On était avec les grands principes, tant mieux. Mais je veux dire, ils vont faire quoi? Ils vont faire soit un combat à mort fratricide, ou sinon, ils vont être des backbenchers éternels.
Parce que c'est peut-être ça l'avenir de ces partis-là, c'est avec les backbenchers éternels. En quoi, Ronnie, de mettre l'indépendance de l'avant à Québec solidaire pourrait aider les libéraux? Ben, c'est-à-dire que Gabriel Nadeau-Dubois a beau dire qu'il n'a jamais vu de fédéralisme dans son parti. Je veux dire, même moi, quand j'étais plus jeune, je me disais Québec solidaire, c'est peut-être le genre de parti pour lequel je pourrais voter, considérant qu'ils vont faire une constituante, puis considérant qu'à un référendum sur la souveraineté du Québec, je peux toujours voter non. OK, mais ça, c'est le problème qu'ils ont, hein, puis il faut qu'ils fassent très attention. C'est ça. Mes amis de Québec solidaire, en ce moment, qui écoutent, là, assurez-vous de ne pas vous faire un marois. C'est ça. C'est pas normal que Pauline Marois, je fais une courbe, là. Je vais revenir à toi, Ronnie. Ouais. Pauline Marois, élection 2014, pas capable de répondre à des questions sur les conséquences d'un référendum. Comment on fait un référendum? Même si c'est des questions stupides de journalistes qui posent les mêmes questions depuis 50 ans, faut que tu aies une réponse faite. Faut que tu sois préparé. Là, il faut que Québec solidaire ait une réponse préparée à OK, on fait une constituante. OK, on fait un référendum. Il passe pas. On devient un pays pareil, puis là, on n'a pas la Constitution, puis on n'a pas le... Tu sais, il faut que toute sorte la mécanique à cette heure de Poutine, là, ils vont se faire poser des questions poches, puis il faut qu'ils soient pérennes. Mais ça a toujours été ça, mon problème avec le mouvement souverainiste, c'est que c'est bien beau le projet hypothétique, tout ça, mais soit sérieux. Il faut que ça soit sérieux, puis le temps que ça ne le sera pas... là, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui sort puis qui dit « Ah, les fédéralistes, votez pas pour nous. Je sais que ça pourrait aider les libéraux, mais pourquoi tu te tires dans le pied de même? » Ben, pourquoi il y avait besoin de faire Denis, ça? Ça va peut-être te lancer. À qui tu veux faire plaisir, finalement? Ben, pour qui tu travailles? Si on regarde l'histoire, René Lévesque a fait campagne pour 76 sur le bon gouvernement, puis sur des idées, puis tout. Puis il a dit, oui, on est indépendantiste, mais c'est arrivé seulement en 80, le référendum. Fait qu'il y a probablement des fédéralistes dans le temps qui ont voté pour René Lévesque. Il y en a probablement qui ont voté pour ce gouvernement-là, qui voulaient mettre Bourassa dehors, puis ils ont voté pour Lévesque, puis ils ont peut-être voté non au référendum, on le sait pas, mais c'est sûr qu'il y en a. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les sympathisants fédéralistes qui ont envie de voter à gauche? Ben moi, j'espère que le Parti libéral va prendre une tournure plus de gauche, qu'on ne reviendra pas à l'ère Charest, puis qu'on va pouvoir attirer ces gens-là dans notre camp. Parce que Québec solidaire vient de les mettre à la porte. Mais ça peut pas expliquer justement le mouvement qu'on voit dans le sondage d'aujourd'hui? Possible. Ah, intéressant comme point. Hein? Peut-être. Catherine Dorion nous dit qu'elle était dans Jean Talon pendant le congrès, puis là, bon, ça a déclenché les hypothèses les plus folles. Ronnie, est-ce que tu as cru aux explications du parti dans ce contexte-là de Québec solidaire? Non, voyons donc. C'est vraiment nous prendre pour des imbéciles que de dire ça, je veux dire. On le sait, là, c'était la semaine de la controverse du coton watté, puis... Il faut juste expliquer que d'habitude, là, qu'est-ce que tu fais qu'un congrès, un gros rassemblement politique, quand tu as une partielle, tu l'utilises comme tremplin médiatique, puis de mobilisation, pour montrer ton candidat-candidate, puis pour le mettre dans les médias, puis tu l'utilises vraiment comme outil politique. Tu caches pas normalement ton candidat. Exactement. Tu vas pas dire « Ah, il est dans son côté pendant qu'on est en congrès. » Il fait du porte-à-porte. Et pour vous donner un exemple de comment un parti a bien géré une partielle en ayant un congrès, ben, au congrès du PLQ, il y avait une salle pendant le congrès pour que les députés présents sur place puissent aller faire des appels pour Gertrude Bourdon. Ça, ce qui est quand même cool. Le QS a fait la même affaire en passant. Les militants pouvaient faire des appels. Et Pierre Arcan a fait son discours de clôture en direct de Jean Talon. Il était à Jean Talon? Mais l'enfant, il était au congrès, puis après, il est parti à Jean Talon la dernière journée pour aller justement soutenir Gertrude Bourdon. Et il a parlé aux militants en direct de la permanence du PLQ à Québec, sur le boulevard Wilfrid Amel. Non, c'est PLQ, permanence à Québec. Oui, un beau local en plus, un beau grand local. C'est ça. Donc, il a fait son discours en direct par vidéoconférence devant tout le congrès. Puis c'était le fun pour avoir parce que tu voyais que le chef était sur le terrain. Puis Alexandre Cusson, après le congrès, s'est rendu directement dans Jean Talon aussi pour donner un coup de main. On va avoir l'occasion d'en parler de Cusson tantôt. François, je suis curieux de t'entendre, moi, sur cette... Est-ce qu'on a cherché à cacher Catherine Dorion? Ben moi, je t'offrais des fleurs, Denis. Ouais. Je t'offrais des fleurs parce que je pense que t'as raison. Quand tu dis que le bullshit en maître de la population est élevé et qu'il est bon, là, est-ce que t'as raison? Je pense que personne... Écoute,
on peut se tromper, là. On jase. Notre mission, c'est de jaser de politique, on veut mobiliser le monde, on regarde pourquoi on ferait de la politique, les valeurs, l'engagement, aider le Québec. On peut se tromper, par exemple. Puis, ça se peut que vraiment, si on fait c'est la meilleure idée du monde d'aller dans un talon. Sauf que, logiquement, là, on n'est pas dupe. Je suis d'accord avec toi, Ronnie. Là, écoute, dire qu'il n'y a pas de fédéraliste ou envoyer d'Orion dans Jean Talon, moi, là, je trouve que ça fait juste coller. Ça commence à coller l'étiquette des vieux partis à QS. Ouais. Gérez votre croissance comme du monde. N'oubliez pas pourquoi les gens vous ont envoyé à Québec. Gérez ça. QS, c'est comme un ado qui est pressé de grandir. Ben, je veux dire, c'est normal. Là, ils sont excités. Puis je veux dire, ça va bien. C'est ça. Ça va bien. C'est ça. Puis tu sais... faut que tu vives de ta jeunesse avant de grandir. Non, mais... Elle la trouve bonne, celle-là. Faut que tu pousses tes valeurs. Faut pas constamment que tu sois en damage control politique. Ouais, en tout cas, si on s'est trompé, venez nous expliquer ça, les gens de Québec solidaire. Appel à l'action. Venez nous voir. René est là, lui. René est là. Vous êtes où, vous autres? Envoyez-nous quelqu'un. Invitez-moi à vos congrès, si vous voulez. Ça me fait plaisir. On va y aller. François, justement, par rapport à... C'est drôle parce que tu parles des valeurs de Québec solidaire. Puis moi, la question que je me pose de plus en plus, c'est est-ce que Québec solidaire est prêt à faire ce qu'il faut pour gagner? À être plus stratégique, à faire des compromis sur la sacro-sainte vertu solidaire? Je sais pas s'ils ont la structure pour... À chaque fois que j'ai envie de les aimer... Intéressant, là, ça. À chaque fois que j'ai envie de les aimer, est-ce que faut trouver... Oui, il faut une base militante. Puis oui, il faut mobiliser le monde. Puis oui, il faut dire clairement, gars, on est pour ça, vous êtes pour ça. OK, gang, on le fait pour ça, on s'engueule, on fait des téléphones, on va pousser des candidats sur ces valeurs-là. Mais il faut trouver un équilibre, me semble, entre, regarde, voici la situation du Québec, voici ce qui évolue, puis de satisfaire ces extrémistes, ces extrêmes militants. Je veux dire, j'ai de la misère à catcher, puis on peut se tromper, je peux me gourer, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un super bon équilibre. C'est une super bonne piste. Puis René, je te retourne la question, la même chose. Est-ce que la structure militante de Québec solidaire leur empêche de pouvoir être stratégiques parce qu'ils ne sont qu'à l'écoute et à la merci, finalement, même, de leur structure militante qui, des fois, est plutôt, j'allais utiliser le terme agressif, mais en tout cas, insistante, minimum. Je me souviendrai toujours, ça m'a marqué. Quand j'étais à la commission jeunesse, on est allé encourager notre président Stéphane à l'époque pour un débat. Et le militant de Québec solidaire qui représentait le parti a dit « Je ne peux pas répondre à votre question. On n'a rien voté là-dessus. Oui, donc c'est des porte-paroles. J'ai pas le droit de me prononcer là-dessus. » Et moi, j'étais absolument comme « T'es-tu sérieux? » Quelle tristesse. Tu viens dans un débat, tu sais qu'il y a probablement des questions qui vont être posées sur laquelle ton parti n'a rien voté en assemblée et tu peux pas répondre. Mais... On dit là, je pense qu'on vient de mettre le doigt sur quelque chose. Puis tu poses la bonne question, Denis. Québec solidaire est à la croisée des chemins pour son expansion vers la prochaine élection. Puis ils vont se rendre compte que qui ils sont va devenir un problème. Absolument. Leur structure va devenir un problème pour qu'ils deviennent un parti crédible pour prendre le pouvoir. T'sais, on va dire que c'est plus démocratique de même, que c'est plus... Je veux dire, à un moment donné, un parti politique, la structure interne d'un parti politique, il y a une certaine formule qui fonctionne bien depuis des décennies. Tu peux l'améliorer, là. Tu peux l'améliorer. Fonctionne bien, c'est pas pour rien qu'on s'en va vers la proportionnelle non plus. Non, mais je parle au sein des partis. La structure interne. Tu sais, je veux dire, il y a un chef ou une chef, tu sais, il y a une commission politique, tu sais, je veux dire, ça a souvent été de même parce que c'est une formule, tu sais, qui est prouvée dans le sens que ça... T'es pas obligé de faire le vieux modèle. Pas obligé de faire le vieux modèle, tu peux l'adapter, tu peux le moderniser. Par exemple, de créer une commission autochtone, ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Yes. Ça, on peut leur accorder. Ça, c'est probablement la chose la plus pertinente qui est sortie de ce congrès-là. Mais ça se pourrait-tu que Québec solidaire, dans son modèle actuel, finisse par être rejeté par le monde normal? C'est peut-être ce qu'on va vivre. Maintenant, je vous invite à passer à un autre congrès. Le congrès du monde normal? Non, pas encore. Moi, je dirais pas ça. On va passer au congrès du Parti libéral du Québec. Vous connaissez mon point de vue sur cette réalité-là. Puis, je veux dire, je reste à convaincre. Puis, Ronnie, t'es le bienvenu à savoir c'est le parti du monde normal. Moi, je pense pas. Je le vois toujours comme le parti de l'élite, le parti des Anglais, le parti libéral. Puis, j'ai hâte qu'il y ait quelqu'un qui réussisse à me montrer un autre visage.
Ce qu'on a vu au Congrès du Parti libéral en fin de semaine, c'est Cusson et Dominique Anglade qui se lancent dans la course. On en a parlé amplement. Anglade nous a proposé un pacte économique pour le climat. Cusson qui a plutôt raté, je pense, sa sortie. Qui est arrivé quand même en ne critiquant pas la loi sur la laïcité, en disant qu'Anglade veut que les tribunaux jugent la loi et puis il s'est pas adressé aux journalistes. C'était plus ou moins réussi. D'ailleurs, il nous a refusé une entrevue. Les stéréos, Marois Risky, se sont quand même rangés derrière lui. Là, on a vu justement dans le sondage complémentaire aujourd'hui que Denis Coderre était plus populaire que tous les autres candidats qui se présentaient. Ça pourrait être un raz-de-marée assez difficile à battre si Coderre rentrait dans le jeu. La fermeture de Rona a rattrapé l'actualité libérale. On avait nos engagés publics sur le terrain. On avait Ronnie puis Jérémy cette semaine qui étaient sur place, mais on a eu quelques petits problèmes techniques. Tout le monde, on est en train d'essayer de régler ça, récupérer, sauver les fichiers audio. On s'en excuse auprès de nos auditeurs libéraux. On va sûrement réussir à faire de quoi. Soyez patients. Mais Ronnie, t'étais sur place. Je te pose la question. Puis je fais un lien avec l'élément sur lequel tu nous as laissé lors du dernier épisode régulier, Ronnie. Est-ce qu'un pacte économique québécois sur le climat serait plus utile assis à la table des nations ou assis à la table de la fédération? La réponse à cette question, c'est je ne peux pas y répondre parce que... Tu viens de nous... Parce que le Québec à la table des nations, ça demeure quelque chose d'hypothétique. Donc, je n'ai pas la réponse, par contre. Moi, là, en plus, là, je veux te narguer quand même parce qu'on est allé voir Obama. Vas-y. Puis, qu'est-ce qu'il a dit Obama sur les... Tu sais, il s'est fait demander, est-ce que le Canada est un trop petit pays pour faire une différence dans les changements climatiques? Puis, il a dit, avec toutes ces pauses qui font sa marque, il a dit, vous savez, il n'y a jamais de trop petits pays pour faire une différence. Parce que même les plus petits pays peuvent être des leaders qui montrent l'exemple, qui inspirent les plus grands. J'étais comme, et voilà, le Québec à la table des nations pourrait être un leader. Mais la Ronnie, attends, excuse-moi, Ronnie. Tu viens de nous faire part de ta déception quand que le candidat de Québec solidaire a botté en touche. Là, je suis pas content. Non, mais... Ok, je te laisse, vas-y. Non, mais plus sérieusement, je veux dire... Pourquoi aller dans les hypothèses alors qu'on est dans la réalité? C'est une question hypothétique, c'est ça. Exactement, mais tu sais, je veux dire, je peux pas avoir de réponse absolue. Je ne suis pas un site, j'ai pas de... Non, je comprends, mais tu sais, on peut se permettre de citer des études de professeurs du HEC pour parler d'hypothèses. Je pense qu'à ce moment-là... Les nappes. C'était les nappes? Qu'est-ce que j'ai dit, là? HEC. HEC, excuse-moi, c'était les nappes, t'as raison. Donc, on peut quand même se projeter alors dans cette question-là. OK, regarde, on va revenir au congrès du Parti libéral. T'as bien répondu, t'inquiète pas. C'était bon, René. Je pouvais pas juste laisser passer la free game de promotionnel que t'as eu l'autre fois sur le fédéralisme. C'est très juste. Effectivement. Moi, là, maintenant, je veux t'entendre sur Denis Coderre, parce que vous allez avoir un problème tantôt. Si Denis Coderre se présente, il passe la mop, non? Je sais pas, je veux dire, c'est 16% versus 8% pour Mme Anglade, 7% pour Cusson. Ouais, c'est je ne sais pas qui était le candidat c'est le plus populaire. 54%, c'est ça. On le sait pas, je veux dire, Denis Coderre, moi, c'est un politicien que j'aime bien. Je veux dire, je trouve que comme maire de Montréal, il a été très efficace. Bon, il y a eu les problèmes qu'on sait qu'il y a eu avec la Formule E, avec il y en a qui disaient qu'il était un petit peu intimidant, qu'il était un peu boss des bécosses, mais... Oh, mais là, il y a un nouveau Denis Coderre, là. Mais c'est Denis Coderre quand même, c'est une figure assez connue, c'est sûr que ça serait... Puis je pense que contre François Legault, ça serait vraiment intéressant, j'adorerais voir ce débat des chefs-là, moi. Oui, ça serait deux personnes qui roulent leur air, qui se... Wow! Ça serait vraiment génial que moi... Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, profite bien de François Legault comme premier ministre, parce que c'est probablement le dernier qui va rouler ses airs. Puis ça m'a peut-être pas, hein? Ça m'a peut-être pas, si c'est Denis Coderre le prochain premier ministre du Québec... On va avoir le droit à ça encore pour un autre 4 ans. Mais pour je sais pas. Cette course-là est devenue intéressante quand Cusson est rentré. Il a raté sa sortie, mais pas à peu près.
Puis Mme Anglade, tu sais, je veux dire, elle a été bonne cette fin de semaine. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. On se parle de marchandises, on se lance des flèches. Mais il est temps qu'on commence à parler d'idées. Je peux te poser une question, Denis? J'ai-tu le droit? Vas-y. Ben oui, François, okay. T'es chez vous. T'es chez vous ici. Toi, René, qu'est-ce que tu aurais voulu? Je dis pas que tu veux que Cusson fasse ça de manière partisane, je prends pour M. Cusson, mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour la famille libérale en fin de semaine? Ben, je vous l'ai dit un peu dans les podcasts, il faut qu'il montre que c'est un militant. Il faut qu'il montre qu'il est là pour être un militant. Puis là, il dit, moi, j'étais là en fin de semaine pour rencontrer les militants. C'est bien, mais tu le savais que tu allais te présenter à la chefferie. Tu savais que tu allais te faire poser des questions sur la loi 21. Tu savais que Dominique Anglade, elle, ça fait depuis juin qu'elle fait campagne. Puis qu'elle est sur le terrain. Faut que tu arrives préparé. Tu peux pas arriver sans idée concrète puis la planter sur le fait qu'elle a des macarons et des t-shirts. Oui, parce que c'était ça l'attaque en fin de semaine. C'était ça les fameuses bébelles. Là. Moi, je m'excuse, j'ai pas tout suivi. Il va falloir que vous m'éduquiez un peu, que vous me renseigniez. Alors, au congrès, l'équipe de Dominique Anglade avait des t-shirts, un bleu, un rose qui donnait, et des petits macarons avec sa face dessus. Puis les gens, ils les portaient pendant le congrès. Puis derrière, en point de presse, elle avait plein de gens avec des beaux petits t-shirts derrière elle. Ça faisait très cute. Ça faisait très... Mais ça, c'était... Voilà, tu sais, comme on l'envoie dans toutes les courses à la chefferie depuis le début des temps. C'est ça. Ces tactiques-là, François, il me semble, c'est toi qui es un spécialiste justement des tactiques politiques. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que tu relègues ça du revers de la main? Est-ce que tu chasses ça du revers de la main en disant que ce ne sont que des bébelles? Ou c'est... Non, mais il faut quand même que tu aies une visualisation de sa popularité. Puis c'est toujours bon pour ça. Mais je fais un ricochet vers Ronnie. Ouais. Il y a anguille sous roche. Il y avait un problème avec ce matériel-là? Il était fait en Chine ou quoi? Pour ce qui est de la composition du matériel, personnellement, j'en ai aucune idée. C'était quoi le problème? C'est qu'elle aille tout simplement ça? Oui, c'est ça. C'est que M. Cusson disait que c'était pas environnemental. Parce que c'était de produire... Je sais pas, sûrement que son matériel était pas compostable, fait de luzerne ou je sais pas trop quoi, mais tu sais, à un moment donné, du matériel, c'est du matériel. Je veux dire, c'est pas Dominique Anglade qui cause des changements climatiques avec des t-shirts puis un macaron. Là, puis on s'est entendu qu'un jour, je vais voter Anglade, ça va être une surprise, mais la réponse à ça est facile. Je veux dire, c'est quand tu produis ce matériel-là, c'est pour remporter une élection avec ton candidat-candidate, voilà. Pour que ton candidat-candidate change les choses puis règle la question de la crise climatique. Fait que tu dépenses de l'énergie, tu fais des téléphones, voilà. Oui, tu achètes des macarons, mais pour gagner puis pour changer les choses, est-ce qu'ils se sont vraiment différenciés en fin de semaine? Je sais pas. Hein, c'était le clan organisé de la fin de semaine. T'sais, on les voyait. C'était comme... en anglais, il était en train de stand out. Il se démarquait. Ouais. Puis moi, ce dont je parlais, puis ça, c'est, je pense, la chose qui m'a le plus irrité en fin de semaine, c'est les questions sur la couleur de peau de Dominique Anglade. Qui posait les questions? Ouais, mais là, c'est arrivé de votre bord, ça. C'est arrivé du côté du parti. Oui, non, attends. C'est arrivé de chroniqueurs d'un certain média. Ah oui, Denis Lessard de la presse. Oui, c'est ça, exactement. Qui ont parlé à d'anciens élus ou militants libéraux. Et voilà. Qui ont... Oui, mais je veux dire, ces gens-là... Dans les toilettes. Mais c'était pas des gens qui étaient nécessairement présents au Congrès, c'était des gens... qu'on est allé... Denis Lessard, il trouve des sources d'informations un peu partout, c'est ça. Voilà. Non, mais attends un peu. Ronnie, attends un peu. Oui. Là, moi, j'ai 2 affaires. Je vais vous revenir sur 2 affaires. Vas-y. Ça vient quand même de chez vous. T'sais. De toute façon, si ça vient de la presse, ça vient de chez vous. Non, ça, c'est une blague. Mais il reste une chose, c'est que Denis Lessard a pris son information auprès de libéraux. Les attaques venaient de chez vous. Ces propos-là... Attends. Non, mais entre vous et moi, ces propos-là sont limite inquiétants, honnêtement. Non? Mais effectivement, mais c'est inquiétant, mais moi, ce que je trouve dérangeant, c'est l'importance qu'on leur a donnée. Je veux dire, oui, il y a toujours des bozos dans tous les partis qui vont faire le no Anglade parce que... Fait qu'il y a des racistes aussi chez les libéraux? Mais on dirait, oui. Ah ben, Colin! C'est sûr que oui, il y en a partout des racistes. OK, c'est ça le titre. Dans les mouvements antiracistes, il y en a des... Dans les mouvements antiracistes, il y a sûrement des racistes aussi, là, je veux dire, à un moment donné. Wow. Non, mais Ronnie, parce que là, moi, je suis pas d'accord avec l'ensemble, avec tout, parce que quand
quand ça nous sert, c'est très important, puis quand ça nous dessert, c'est soudainement un peu banal. Au même titre, tantôt que les valeurs environnementales reliées à l'achat de babel. Ouais. Moi, je suis pas tout à... Tu sais, vous le savez, je suis pas l'écolo de service, je suis pas le plus écolo de la gang. Il reste une chose, c'est quand il faut que tu claimes tes valeurs, puis que tu endosses tes valeurs dans tout ce que tu fais. Tu sais, on parlait tantôt d'un espèce de programme, comment on appelait ça tantôt, le pacte économique pour le climat, proposé par Anglade, et du même souffle, on distribue des babelles qui sembleraient ne pas être conformes à un certain respect de ces valeurs-là. Moi, tu sais, je déchirerai pas mon coton watté là-dessus, mais quand même, mais je pense que faut que les libéraux fassent face quand ils sont mis face à leurs contradictions. Attends, là, c'est parce que j'avais pas fini mon propos. L'affaire, c'est que oui, il y a des gens qui ont soulevé ces questions-là sur sa couleur de peau puis qui disent que le Québec est pas prêt pour une femme noire comme première ministre, mais elle a pas joué la carte. Elle a juste répondu aux questions. Est-ce que vous pensez que ça va jouer contre vous? Est-ce que ça va vous nuire? Elle a dit non. Moi, je pense que les Québécois sont ouverts, sont prêts. Ils vont focusser sur ma personne, sur mes idées, et non pas sur ma couleur de peau. Et that's it. Elle voulait passer à un autre appel. Mais les Denise Bombardier de ce monde et d'autres personnes décident d'écrire des chroniques et des chroniques et des chroniques et des chroniques et des chroniques. Et ben, ça donne ça. Ça donne que les gens en parlent. Puis j'ai vu des caricatures choquantes sur Facebook. Là. J'ai vu quelqu'un littéralement, Dominique Anglade avec une chaîne autour d'un cou, esclave, tu sais, genre, c'est dégueulasse. Ouais, là. T'es vraiment, je pense, dans ta bulle Facebook d'amis libéraux. Parce moi, que j'ai pas vu ça. Je pense pas que c'est un enjeu. Puis en plus, sais-tu quoi? T'as-tu vu le dernier léger? As-tu checké les détails? Non. Parce que là où Mme Anglade est le plus populaire, c'est à l'extérieur de Montréal, en région. Oui, c'est même pas à Montréal. Elle est plus populaire chez les non les francophones. Plus que dans les communautés culturelles. C'est fucked up. Mais c'est fucked up. Puis en plus de ça, moi ce que je veux dire, c'est que en mettant de l'emphase sur ce sujet-là, Denis Lessard a le droit de publier un article. Puis good for him d'avoir trouvé ça. Il a eu raison de le faire. D'accord, oui. Et une fois que Dominique Anglade répond à la question, qu'on passe à un autre appel, s'il vous plaît. Là. Ouais, mais attends une minute. Je vais le dire comme si elle était devant moi. Elle pourrait s'aider. Puis je vais te dire comment. Vas-y. Il y a un vide en ce moment. Puis il faut qu'eux autres, ils comblent le vide. Parce que c'est pas normal qu'en ce moment, autant pour le PQ que le PLQ, c'est je ne sais pas qui est le plus populaire comme candidat. Okay? Ça exprime qu'il y a un vide chez les deux partis. Effectivement. Mon point étant le suivant, le lien va être le suivant. Okay? Quand tu as des attaques niaiseuses comme ça, tu réponds sur quoi? Tu fais ce qu'on appelle en communication un pivot. Tu fais un pivot vers les raisons que tu te présentes. Tu vas vers ton pivot, vers l'enjeu que tu veux. Tu vas pas constamment répondre à ça. Après ça, à un moment donné, il faut que tu call out que ce qui est important pour les électeurs, c'est ma sortie d'aujourd'hui, c'est ça. Oui, c'est exactement ce la question encore, tu fais encore ça, puis il faut qu'ils donnent du jus, parce que c'est pas normal que moi qui suis la politique, on suit toute la politique comme des malades, je pense quand même ici, c'est pas normal que je suis pas capable, à part une impression, de bien savoir qui est Cusson à peu près ses positions, puis qui est à peu près Mme Anglade. Puis faut pas oublier que c'est pas parce que t'es ministre, c'est pas parce que t'es l'ancien président de l'UMQ que t'es nécessairement connu. Là, les deux, là, ils arrivent à un autre niveau. Mais lui, il a fait... Leur lancement de campagne, là, c'était plate. On ne sait pas encore pourquoi ils se présentent. Je sais pas pourquoi il faudrait voter pour eux maintenant. Je sais pas je sais pas même pas à quel défi ils veulent répondre. Si je peux me permettre, ça nous a quand même révélé un côté sombre, un côté un peu laid du parti. C'est dommage. C'est vraiment de la stratégie de petit coude, de penser de penser comme ça dans un contexte de même. Surtout quand, justement, puis je suis content, René, tu nous exposais les réels chiffres sur le succès, sur l'appréciation de Mme Anglade. Puis ça prouve que ces gens-là, en dehors de le dénoncer, c'est le minimum à faire. Puis c'est ce qui a été fait. Je pense que vous avez raison. On peut passer à un autre appel sur cet aspect-là, parce que de toute façon, se concentrer sur ce genre de truc-là, ça nous fait que nous amener vers des valeurs négatives envers lesquelles on veut s'éloigner. Mais il reste une chose, Ronnie, c'est que comme je disais initialement, si ce genre de propos-là avait été tenu dans une sphère indépendantiste, vous en auriez fait les libéraux, vos choux gras. Tu sais,
Là, soudainement, on en entend parler au sein de vos propres instances. Puis, on peut-tu passer, s'il vous plaît, à un autre sujet? On va passer à un autre sujet, mais Colin, tu sais. Mais Denis, c'est parce que au Parti libéral, il y a toujours eu des gens qui pensaient comme ça. Je me souviens, j'ai eu des congrès où est-ce que les gens allaient au micro, puis c'était peut-être pas sur les communautés culturelles, mais c'était « Oh, la commission jeunesse prend trop de place. » Vous avez, tu sais, dans tous les partis, il y a des gens de même. Mais c'est juste que le Parti libéral, on n'est pas habitué à se battre comme ça sur la place publique. On est habitué. Ça, c'est Puis, vrai. wow. Puis ça, Quel beau sujet. Ça, c'est en train de se passer Ça, maintenant, c'est puis c'est ce que je déplore. Depuis l'élection de 2018, ça arrive tout le temps, puis autant c'est des livres comme PLQ Inc., autant c'est... Les journalistes savent qu'ils peuvent brasser la marde maintenant, puis que c'est un parti qui est en remise en question. Donc, puis il n'y a plus ce contrôle serré qu'il y avait sous Couillard ou sous Charest. Donc là... Oh, wow. Mais tu viens de gagner le balado. Mais c'est ça, En c'est fait, vraiment là, ça. Oui, mais tu te rends-tu compte de la signification multidimensionnelle de ce que tu es en train de nous dire? C'est terrible. C'est aussi intéressant que terrible. Parce que c'est... Comment... OK, puis là, on partira pas là-dessus. Je vais vous amener vers le prochain sujet, mais faudra y revenir, OK? Oui. Puis je serais très curieux d'entendre Clément Laberge là-dessus. Comment... Et là, on a Clément au bout de la ligne. Clément! Comment le parti, dans un contexte médiatique, a pu garder le cadenas sur ce genre de choses-là, puis je parle du Parti libéral, pendant aussi longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé après? Puis là, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que ce cadenas-là cède et que soudainement, on ait droit sur la place publique aux discussions de ce parti-là? Hein? Ça, c'est intéressant. Oui. Alors que pendant les 30 dernières années, tout le monde, les médias, tout le monde, toutes les autres partis ont fait le chou gras des chicanes et des tractations internes des partis indépendantistes. Ça, je vous laisse sur cette question-là parce qu'elle m'intéresse fortement. C'est moi l'animateur, je passe au prochain sujet. Nouveau cabinet fédéral. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut finir l'épisode là-dessus, ça serait pas meilleur. Ça serait drôle. OK, écoutez, c'est parce que là, on se retrouve avec un nouveau cabinet fédéral. On a Guilbeault qui se retrouve au patrimoine. Il n'y a pas beaucoup de changements au nouveau cabinet. On a Chrystia Freeland qui est rendue vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales. On a Bill Borneau aux finances. On a François-Philippe Champagne aux Affaires étrangères. Mais on a Stephen Guilbeault au patrimoine canadien. Puis on a Jonathan Wilkinson qui est à l'environnement et au changement climatique. Ronnie, la question est encore pour toi parce que je sais que c'est dans un souci d'équilibre. Est-ce que le Parti libéral du Canada positionne Chrystia Freeland comme renfort pour venir combler l'atteinte à l'image à l'atteinte négative qui a été portée à l'image de Justin Trudeau? Je dirais que oui. Oui, parce que Chrystia Freeland a été une excellente ministre des Affaires étrangères. C'est probablement la plus importante dans ce rôle-là qu'on a eu dans, moi, je dirais, les 30 dernières années facile. L'impact qu'elle a eu, la façon dont elle a géré ses dossiers est absolument impressionnant. Puis là, il faut dire, c'est pas une démotion de devenir ministre des Affaires intergouvernementales, surtout pas en contexte minoritaire. Après, les personnes qui ont eu les rôles les plus importants, c'est Pablo Rodriguez, qui est leader de la Chambre, et Chrystia Freeland. C'est vraiment les deux ministères C'est intéressant ce que tu clés. Parce qu'en gouvernement minoritaire, un leader en Chambre, c'est important, pas à peu près. Faut que tu puisses créer des ponts. Puis dans ce pays divisé qu'est le Canada en ce moment, Chrystia Freeland va jouer un rôle primordial. Maintenant, François-Philippe Champagne, très, 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 très mérité et surtout très, très compétent. C'est un avocat en litige international. Il a fait un excellent travail sur le CETA avant que Chrystia Freeland arrive aux affaires étrangères et qu'elle boucle le dossier. Il a fait un excellent travail. C'est quelqu'un qui est très charismatique. Il a des gros souliers à chausser, mais il va faire un excellent travail. Et voilà, donc je pense que Chrystia Freeland... moi, j'ai une question à vous poser. Peut-être le rôle de vice-première ministre, vous voyez ça comment? Moi, je vois ça comme... C'est symbolique, mais c'est quand même plus que symbolique. Vous voyez ça comment? Veux-tu commencer? Vas-y, François. Ce que je remarque, puis c'est drôle parce que je baigne un peu là-dessus dans des lectures ce temps-ci, mais je vois que traditionnellement, c'était plutôt symbolique. Et là, de plus en plus, ça semble avoir une certaine
il y a un symbolisme qui s'est traduit dans les médias. Mhm. On dirait que les médias leur donnent un peu plus une prestance et une priorité politique, une priorité à la voix de la vice-première ministre et du vice-premier ministre dans le système parlementaire britannique. Fait que ça commence à avoir de la prestance. Mais pourquoi tu poses la question, en fait? Ben parce que j'ai entendu ça beaucoup dire les gens, c'est un prix de consolation parce qu'elle est devenue ministre des Affaires intergouvernementales, donc on va la nommer vice-première ministre pour que comme. Puis j'ai aussi entendu que il y a une théorie qui dit que Trudeau voit peut-être Champagne comme un possible successeur. Mais toi, t'es déjà dans les dynamiques de succession? Ben, il est tôt, non? J'y ai pensé. J'ai failli l'amener dans ma question. Ben, il est tôt. Il veut gagner une majorité d'abord. Il est tôt, mais je veux dire, tu sais, c'est certain qu'il y en a dans cette gang-là qui pensent pas. Puis, tu sais, Chrystia Freeland, elle s'est très bien positionnée au dernier mandat. Ben, je pense que tout le monde pense à ça constamment, même quand tu as gagné le pouvoir. Voilà. Même chez la CAQ, il y a sûrement des gens qui sont ministres puis qui se voient dans 10 ans être premier ministre. Mais non, mais tu sais, ça a une représentation quand même. Quand tu nommes quelqu'un vice-première ministre, ça veut dire cette personne-là, là, c'est quand même mon numéro 2. Tu sais? Quand je suis pas là, c'est elle qui parle. Ouais, puis moi, je pense que ça a une fonction plus importante. C'est perçu, en tout cas, d'une façon plus importante que ça aurait pu l'être. Je suis assez d'accord avec toi, Ronnie, sur cet aspect-là. François, sur la nouvelle composition du cabinet, j'aimerais t'entendre. Puis j'aimerais aussi. Denis, je veux te féliciter. De quoi donc? Félicitations, Denis. Tu es maintenant ministre de la Justice et procureur général. Parce que puis je pense que je vais le poster sur mon Twitter pour ceux qui comprennent pas la joke, mais David Lametti, là, c'est le sosie de Denis Martel. Alors, félicitations, Denis, de ton élection comme procureur général. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Ils sont pareils. Et je suis tellement inculte que je le sais même pas. Mais allez voir pendant que. On va voir en live, tu vas voir. Il te ressemble. Bah, t'as plus de cheveux aujourd'hui, quand même. Ouais. Non mais hey man, tellement il y a pas de menton puis tout le kit. Hey, on va se faire un montage. What the fuck, man? What the fuck? Après ça, je comprends pourquoi les gens sont cyniques. C'est ça, hein? Tu vas me parler de Guilbeault, il disait... Ben moi, je vais attaquer la question de Guilbeault. Il disait, écoute, j'ai pas été à l'environnement, mais tu sais, j'ai d'autres intérêts. Je m'intéresse à d'autres choses que l'environnement. Oh, man. Je vais être au gouvernement pour faire avancer le gouvernement pour qu'il soit le plus progressiste possible. Puis je pense que c'est dans tes notes aussi, Ronnie. Oui. C'est qui Wilkinson? C'est un ex-CEO d'une compagnie de gaz. Exactement. C'est un ex des biomasses. Puis il était pas un lobbyiste officiel, mais il était quelqu'un qui a poussé au sein du gouvernement pour l'achat du pipeline de Trans Mountain. Exactement. Fait que le gouvernement Trudeau a parlé. L'équipe Trudeau a parlé. Trudeau et Dachou son BMO, son bureau du premier ministre, l'équipe a parlé, ils ont fait un choix. Terrible. Puis je veux dire, écoute, là, pour avoir vécu un peu de loin, je suis au parti quand le PQ était au pouvoir, mais pour avoir vécu un petit peu de loin la dynamique de pouvoir, puis je pense que toi aussi tu connais un peu la dynamique de pouvoir, il n'y a pas meilleur moyen pour museler quelqu'un que de l'occuper. Ouais. Pourquoi ça fait de la merde, Martine Ouellette, quand elle était justement dans ces positions? Parce qu'elle avait un titre dans les affaires qui l'intéressaient. Mm-hmm. Si tu veux pas avoir Guilbeault dans tes pattes, je dis pas que c'est ça qu'ils font. Okay, on va mettre une nuance. Je dis pas que c'est ça qu'ils font. Mais si Machiavel était vivant, il n'y a pas de meilleur moyen pour occuper et pour museler Guilbeault que de le nommer ailleurs. Puis après ça, qu'est-ce que tu as à faire? Non, il va chialer peut-être au Conseil des ministres, puis il va se garder du temps un petit peu pour regarder ça. Mais il y a un problème. Il y a la solidarité ministérielle. Puis pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi la solidarité ministérielle, c'est que tu as le droit de dire ce que tu veux au Conseil des ministres. Tu peux chialer, tu peux envoyer chier tes collègues, mais quand il y a une décision après ça unanime qui est prise au Conseil des ministres à huis clos, quand tu sors du huis clos, faut que tu défendes. Ou que t'en parles pas. Ou tu fermes ta gueule. Ou tu défends la position officielle du gouvernement. Fait qu'il est baisé, lui, là. François, moi, je trouve ça terrible parce que, premièrement, ça va à l'encontre de tout ce que l'on valorise ici comme valeur, comme dans notre mission. On essaie de combattre le cynisme et puis on a ce genre de patente-là qui nous tombe dessus. C'est très nocif, tant qu'à moi. C'est nocif. Ouais. L'autre chose... Puis, moi, je peux pas croire que ça avait pas été planifié avant bien avant qu'il se présente aux élections. Fait qu'il s'est fait avoir. On lui a promis quelque chose. Non, il s'est pas fait avoir. Et justement, il a accepté cette deal-là. Moi, je pense que tu penses qu'il a accepté le patrimoine avant? Oui.
Pas sûr. J'aurais des doutes, moi. Mais explique-toi, vas-y. Puis c'est terrible pour les électeurs. Puis là, j'envoie la question à Ronnie qui a voté libéral. Vas-y. Tu te sens comment? Honnêtement, je veux dire, moi, je savais qu'il serait pas ministre de l'Environnement. Ça aurait été une mauvaise décision de le nommer directement ministre de l'Environnement. Parce que, en ce moment, tu as cette dynamique canadienne avec laquelle tu dois composer. Donc, de le nommer... Fait qu'ils ont fait ça pour sauver le pays. Non, de le nommer ministre de l'Environnement, ça n'aurait été pas de la bonne décision. Mais tu aurais pu le nommer à un ministère connexe ou dans lequel il aurait pu avoir des impacts. Par exemple, tu le nommes ministre des Transports. Il n'y a pas le choix d'être environnemental. Mais il aurait foutu sa merde, pareil. Mais je dis, c'est quoi les conséquences de l'avoir pour toi, l'environnement? Ministère. Tu peux pas donner ça à un newbie qui débarque. Là, mais ça, c'est la réflexion de beaucoup de gens. C'est de le nommer à ministre de l'Environnement. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est dans l'environnement. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas parce que c'est un environnementaliste qui aurait nécessairement pu faire une différence. Est-ce que vous savez c'est qui Nicolas Hulot? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Denis, c'est qui? Denis a quasiment pleuré sa vie sur Nicolas Hulot. Mais c'est drôle parce que j'étais exactement au même endroit que j'enregistre l'émission ce soir. C'est ça. Nicolas Hulot, on connaît l'histoire. Il était ministre de la Transition écologique d'Emmanuel Macron. C'était un grand environnementaliste en France. C'est un peu un Steven Guilbeault français. Ouais. Puis, il s'est présenté en politique. Mais en fait, il n'a pas eu à se présenter. Il a juste été nommé. Puis c'est comme ça que ça marche là-bas. Non, mais c'est une insulte à Nicolas Hulot de dire que... de le comparer à Guilbeault. D'accord, je connais pas toute sa carrière, mais tu sais, je veux dire, c'est au Québec. Non, c'est par rapport au dernier geste. C'est une insulte réelle. Mais continue. Non, mais je veux dire, OK, mais continue, je voulais pas te faire ton propos. Mon point, c'est un environnementaliste qui se présente en politique. Nicolas Hulot a eu le ministère de l'Écologie, qui est le ministère de l'Environnement en France, et après 1 an et demi, il a démissionné. Il a fait beaucoup de choses en faisant ça. Il a fait avancer la cause bien plus. Effectivement. Et moi, je me dis, est-ce que c'est quelque chose que Steven Guilbeault va finir par faire? Who knows, tu sais, je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, il va se tanner, puis il va dire, finalement, ce deal-là, je le prends pas, puis... Moi, je le crois pas. Moi non plus, je le crois pas. C'est un méchant camouflet, là. Wilkinson, de la façon que vous le décrivez en plus, là, vois-tu, moi, je découvre des choses en plus ce soir sur Énergie, sur Énergie S et compagnie. Écoute, si ça, c'est pas une insulte suffisante... Guilbeault, s'il vit en fonction de ses valeurs, j'ai hâte de l'entendre. Mais René, son point est intéressant parce que dans le fond, puis je sais pas si c'est exactement ce que tu crois, mais est-ce que tu... parce qu'il y a une logique, tu pourrais te dire, OK, regarde, t'es en minoritaire, là, le pays est crispement divisé, il y a un mouvement souverainiste en Alberta qui est encore dans l'extrême, c'est marginal, mais ça existe quand même. On va pas aller nommer Guilbeault à l'environnement qui brise le pays, mais je veux dire, en même temps, ils veulent-tu régler les changements climatiques? Ils veulent-tu faire face à la crise climatique ou pas? À un moment donné, il va falloir faire de quoi à la place de toujours écouter le dogme du Canada et de l'économie? Ouais, ça va pas nourrir des enfants forts, pas de planète, là? Honnêtement, oui. Comme je suis d'accord. Je veux dire, il faut qu'il... J'ai hâte de voir où ça s'en va. J'ai hâte que les travaux reprennent. J'ai hâte de voir c'est quoi que Trudeau va faire. J'ai hâte de voir comment ça va se dessiner. Est-ce que je vais être déçu? Ça se peut. Je veux dire, en ce moment, l'es-tu? Je suis très sceptique. Puis tu sais, je veux dire, je savais que Steven Guilbeault serait pas nommé ministre de l'Environnement. Mais Wilkinson, qu'il soit là. Tu t'envoies un autre message. Au moins, c'est pour sauver le Canada. Tu le mets pas Guilbeault là, mais tu mets quelqu'un d'autre. On aurait pu laisser Catherine McKenna là. Je veux dire, elle faisait un bon travail. Sauver le Canada. Vous rendez-vous compte de l'aspect néfaste de ce débat-là? De cette réalité-là, de devoir attacher constamment avec de la broche ce pays-là, à quel point c'est néfaste d'une façon profonde pour l'humanité. Christy, c'est malade! J'en reviens juste pas, moi. J'en reviens juste pas que de penser que ça puisse être acceptable que pour sauver le Canada, qu'on pile sur les valeurs environnementales, je trouve ça merveilleux. En tout cas, tout pays a la politique de ses intérêts. Là. C'est normal que le Canada veut sauver. Je veux dire, est-ce que dans un Québec indépendant, ça serait nécessairement mieux? Est-ce que ça serait nécessairement... Tout le monde serait d'accord, let's go, on arrête les investissements. C'est pas ça, le point. On a un gouvernement du Québec en ce moment qui arrête pas les investissements dans les énergies fossiles. Fait qu'est-ce qui vous dit que dans un Québec indépendant, ça se ferait? C'est trop facile de penser de même, je veux dire. Mais c'est pas ça le point. C'est pas ça le point. C'est à partir du moment où on se dit que la sauvegarde du Canada tel qu'on le connaît, avec toutes ses malfonctions, justifie
justifierait des choix contre nature, des choix contre nos valeurs, contre justement qu'on n'arrête pas de nous dire constamment qu'il n'y a rien de plus... On a commencé l'émission en disant que l'élément qui pressait le plus actuellement, c'était toutes les notions reliées à l'environnement. Puis après, on dit tout de suite, après, on serait capable de dire « Ouais, mais là, si c'est pour sauver le Canada, c'est correct. » Moi, j'embarque pas. Je trouve ça terrible. Mais en même temps, c'est parce que s'il n'y a pas quelque chose qui est fait pour peut-être garder ce pays-là cohérent, tu as des ministres dans l'Ouest qui vont dire « Oublie ta taxe carbone ». Tu as des ministres... Je veux dire, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire pour nuire encore plus à la situation. Puis je pense que ce qu'eux pourraient faire est encore plus nuisible à la situation que de nommer quelqu'un comme Jonathan Wilkinson comme ministre de l'Environnement. Parce qu'en bout de ligne, c'est le premier ministre qui colle les shots. Ouais, en bout de ligne. Les lobbies anti-environnement de l'Ouest ne sont pas plus puissants que les écologistes canadiens. Puis j'exclus les Québécois. C'est complètement débile de faire reposer la responsabilité de la responsabilité environnementale du Canada sur le Québec. C'est malsain, c'est complètement Mais c'est débile. Pas juste sur le Québec, Denis. Est-ce que les Canadiens ont abandonné? Mais Denis, non, parce que en Colombie-Britannique, c'est des gens pas mal environnementaux aussi. C'est justement ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Tu sais, en tout cas, je sais qu'on revient sur le débat de tantôt, mais c'est de dire c'est quoi le prix du Canada pour le reste de la planète? C'est d'accepter de continuer à être un délinquant environnemental. C'est ça le prix du Canada. Tu sais, c'est juste... À un moment donné, il faut arrêter, il faut décrocher. C'est pas si grave que ça. 2 pays, ça ferait un job en masse. Faudrait que les écologistes canadiens fassent leur travail, puis les écologistes québécois, nous autres, on le sait ce qu'on a à faire. Faudrait déjà qu'on donne une réponse aux Albertains. Là. Faudrait déjà qu'on leur dise comment ils vont avoir des jobs. Parce que si il faut leur dire arrêtez, déconstruisez votre économie, déjà que apparemment c'est mal en pire un petit peu, là, ce que j'ai compris. Là, il reste les plus riches quand même. Il va falloir qu'on leur trouve une réponse économique. Voilà. C'est facile d'être sur notre high horse au Québec avec notre hydroélectricité, puis nos ressources, puis notre eau, puis tout ça. Mais concrètement, ces gens-là, ils ont besoin de job. Il va falloir leur remplacer leur économie par quelque chose d'autre. Puis non, mais c'est un beau défi. Faut juste que notre critique générale vienne avec une solution. Puis c'est ça qui est arrivé avec la crise économique américaine. Hein? D'ailleurs, tu leur proposais des solutions. Ils ont imposé des moyens verts à GM quand ils sont arrivés avec le bail-out. Tu peux sortir des solutions économiques. De on va faire une transition économique en Alberta puis dans les pays de l'Ouest, mais voici vers quoi on va vous faire transitionner. Pas juste comme arrêter de... fermer ça, le pétrole, on n'en veut plus, parce que vous n'avez pas de job, c'est pas notre problème. Oui, mais c'est pas ça le point. Une transition responsable des Canadiens au point de vue de l'environnement, ils ont le droit de s'y attaquer. Puis c'est leur responsabilité qu'ils le fassent. Moi, où ce que j'en ai, le problème, où ce que j'ai, c'est quand on essaye d'attacher le Québec à cette affaire-là en leur disant qu'on n'a pas le choix de rester là si on veut les garder, eux, responsables. C'est complètement ridicule. Anyway, on va passer au prochain sujet. Je pense qu'on est déjà à plus d'1 heure d'enregistrement. Je trouve par contre qu'on a un épisode qui est vraiment fascinant par rapport à plusieurs éléments. On a assisté dernièrement là, c'est notre dernier sujet de la soirée. Il y a Catherine Fournier qui a lancé un livre puis un OBNL pro-souveraineté. François, d'ailleurs, tu as fait une entrevue avec Catherine. Vous irez écouter ça. C'est super intéressant. Le mouvement a été lancé par la députée indépendante. Ça va prendre forme d'un OBNL, comme je disais. Ils ont appelé ça Ambition au Québec. C'est évidemment, ça a pour but de promouvoir l'indépendance, mais surtout de rallier les souverainistes de tous horizons. Donc, élargir la coalition, rallier les générations qui ont jamais, entre autres, entendu parler de référendum, ou plutôt, sans dire qu'ils n'en ont jamais entendu parler, qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de se prononcer eux-mêmes. François, est-ce que tu crois que les indépendantistes ont raison de multiplier les initiatives pour adresser les multiples préoccupations des différentes clientèles indépendantistes, ou devraient-ils simplement tous militer derrière le même navire amiral? Bonne question, Denis. Bonne question, Denis. Écoute, sur le fond, je pense que sur le fond de l'idée, avant de répondre à ta question, par respect, parce que j'ai fait l'entrevue avec Catherine, je ne vais pas critiquer ou commenter sur le fond de sa démarche. Je vais lire son livre, puis on laissera le temps faire le temps. Mais sur ta question, c'est sûr que c'est pas la meilleure situation pour le mouvement. C'est sûr que
c'est pas la meilleure idée du monde d'avoir 1 million de petits bateaux. Sauf que j'ai réalisé quelque chose en faisant mon entrevue avec Catherine Denis. Tu sais quoi? Non, on t'écoute. C'est peut-être un passage obligé. C'est comme dans Last Jedi. Des fois, il faut une étincelle. Il faut passer par une situation difficile pour que l'espoir renaît. Y a-tu des Catherine Fournier qui volent dans l'espace? Non, mais c'est peut-être une bonne chose que l'idée d'indépendance, le concept, OK? Pas la joke que c'est devenu, le concept, comme la souveraineté du Canada, la souveraineté des États-Unis, le concept soit plus une marque ou une propriété intellectuelle du Parti québécois. Et folklorique. Et folklorisé. C'est peut-être une bonne chose, parce que ça redevient une idée qui est libre, qui est à tout le monde, puis une idée que tu n'as pas le choix à cette heure de dire « Ok, je vais écouter c'est quoi, je vais réfléchir 5 secondes. » Avant, c'était juste « Ça vient du PQ, donc c'est de la merde. » Tu avais une évacuation sans vraiment réfléchir à ce qu'était le concept, et je pense que ça, c'est intéressant. On est vieux, puis je vais inclure Ronnie là-dedans. Tu commences à être vieux, Ronnie, toi aussi. Il y a une nouvelle génération qui n'a pas vécu les traumatismes de 80, ça c'est clair, mais 95 aussi. Puis même, je rajouterais l'ère libérale. Ils ont vu que les gouvernements se succèdent. Il y a des jeunes qui ont juste vu les libéraux au pouvoir. Ouais. Il y a des jeunes qui n'ont jamais vraiment vu c'était quoi un autre gouvernement, le nationalisme, la souveraineté. Ouais. Fait que tu as toute une génération de Québécois et de Québécoises qui vont vieillir, puis qui vont se dire « Hey Chris, c'est quoi ça? » Puis est-ce qu'on devrait pas laisser mourir encore la Jedi? On devrait-tu laisser mourir les dogmes du passé pour se dire qu'est-ce qu'on a de besoin pour demain pour répondre aux défis qu'on a? Fait que je pense qu'il faut juste passer le flambeau. Catherine le fait du mieux qu'elle peut. On jasera, comme je dis, je commenterai pas sur elle avait-tu des plans, puis tout, puis qu'est-ce qu'elle fait, c'est-tu bon, c'est de la merde. Mais pour le mouvement, continuons de souffler sur les braises, comme disent les autres, de l'autodétermination, puis une autodétermination individuelle et collective, puis on gérera après. J'aime beaucoup l'idée d'indépendance open source. Ben oui. Idée libre qui revient dans le domaine public. Ronnie, je serais curieux vraiment de t'entendre là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup de par ton point de vue. Comment tu vois la chose? Ben, moi, je me suis procuré son livre. Quand même. Je l'ai dans mon sac en ce moment. Je suis en train de le lire. Donc, En tout cas, on pourra pas dire que René est dogmatique. Ce gars-là, là, franchement, bravo. Ben là, c'est la raison pour laquelle il est avec nous. Oui, j'ai lu son dernier livre aussi qu'elle avait écrit, là, L'audace d'agir, en tout cas. Puis, moi, quand je vois une jeune politicienne, un jeune politicien, même chose pour Gabriel Nadeau-Dubois avec son livre, tant mieux. Ça lance des conversations. Puis ça me donne de quoi lire plutôt que de faire mes travaux scolaires. Tant mieux. Tu pourrais t'occuper d'avoir un meilleur contrôle de Google Doc. C'est ça. Oui, il s'est passé quelque chose aujourd'hui, en tout cas. Oui, c'est ça. Ronnie n'a pas eu une bonne journée. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je suis curieux de lire ce qu'elle propose. Ça va être intéressant. Je veux dire, je pense qu'avec le mouvement indépendantiste, cette vision-là dont vous parlez, c'est peut-être déjà plus attirant. Tu sais, François, tu parlais de gens qui n'ont pas vécu les traumatismes de 80 et 95. C'est mon cas. Tu sais, j'avais 2 ans en 95. Donc, tu t'en souviens encore. Hein? Ben, je m'en souviens pas du tout. Je veux dire, j'ai vu la clip de Parizeau dire ce qu'il a dit ce soir-là. Des années plus tard. Tu sais, c'est probablement une des premières choses qui m'a turn off du mouvement indépendantiste. Ensuite, il y a eu la charte. Ensuite, il y a eu Marois. Il y a eu PKP avec son point levé. Il y a eu, tu sais, il y a eu tout ce qu'on a connu dans les dernières années. Puis tu sais, je me suis toujours dit que moi j'haïs pas l'indépendance, tu sais, j'haïs pas le concept, j'haïs pas, c'est juste que j'ai jamais été convaincu. Puis je préfère continuer à travailler dans ce mouvement, à faire le plus que je peux dans ce contexte actuel qu'est le Canada. La réalité, tu sais, les hypothèses, je vais laisser ça aux gens qui veulent les mettre des hypothèses. Et il y a beaucoup de monde qui pense que la forte majorité, le vrai monde normal de Denis pense comme toi. Voilà, et le jour où on va me donner une hypothèse, ben si tu me donnes une hypothèse, il faut que tu la back, puis il faut que tu la prouves. Puis le jour où ça va être fait, puis si c'est vraiment bien fait, ben là, à ce moment-là, on jasera. Tu sais, je veux dire, moi, je dis toujours que j'aurais voté Lévesque en 76. Parce que j'aimais René Lévesque. Je trouve que c'est un excellent premier ministre. Il y a 2 choses. Dans ce que j'entends, c'est premièrement, je pense qu'en quelque sorte, ça donne raison à Catherine Fournier, ce que j'entends actuellement. C'est super
je pense qu'elle serait vraiment contente d'entendre Ronnie dans ce contexte-là, qui salue justement cette liberté-là de l'idée, de ramener cette idée-là plus libre. La deuxième chose, c'est que on est encore dans le discours de demander aux indépendantistes de faire la preuve. Moi, j'aimerais ça un jour que les fédéralistes me fassent la preuve, eux aussi, des bienfaits du fédéralisme. Mais là, je déborde puis je change de sujet. Revenons à cette réalité-là du nouveau mouvement. Donc, est-ce que ces différents petits mouvements-là, au BNL ou autres, les Oui Québec, là, il y a même la gang à Martine Ouellette qui a starté un truc, est-ce que ces gens-là, le jour venu, QS aussi, et même le PQ, pourquoi pas, vont être capables de se rassembler le jour où le peuple va collectivement choisir de prendre son indépendance? Mais c'est ça la question. Mais normalement, c'est que... pour François. Mais normalement, dès qu'il y aurait... Le pouvoir attire le pouvoir. Dès qu'il va y avoir une certaine popularité de l'idée, tu vas voir les gens essayer de se rassembler puis de faire en sorte de gagner le pouvoir. Puis je pense que ça va se faire naturellement. Mais calvaire qu'il faut travailler fort à créer des ponts. Faut arrêter d'être dans nos dogmes. Faut arrêter d'être chacun notre bord. Si on est capable d'avoir une conversation civilisée, quelqu'un qu'on aime comme Ronnie, on est sûrement capable de se parler entre souverainistes. En québécois? Ben oui, je veux dire, mais pour ceux qui veulent promouvoir cette idée-là. Ronnie, est-ce qu'un jour les indépendantistes vont réussir à s'unir et à être suffisamment nombreux pour faire l'indépendance? Écoute, on va avoir des courses électorales intéressantes, des débats des chefs intéressants. Puis, écoute, s'il y a un autre référendum, moi, je serais pas contre l'idée de vivre ça, juste pour le vivre, là, pour que ça arrive. Un autre petit traumatisme. T'sais, ça a l'air, moi, j'ai écouté bien les documentaires sur 80-95, puis les luttes légendaires entre Pierre-Éliott Trudeau et René Lévesque, et les luttes légendaires, mais peut-être un petit peu moins entre Jean Chrétien et Jacques Parizeau. Je veux dire, ça a fait partie de notre histoire, puis ça a défini la société qu'on est aujourd'hui, donc... As-tu voté en 95, François, toi? Je me souviens plus. Non, je suis trop jeune. Toi aussi. Écoutez, toi, as-tu voté? Es-tu trop vieux? Je te l'ai déjà raconté. J'ai voté en 95. Ça a été une des pires brosses de ma vie. Ah oui, c'est vrai. T'avais bu, c'est vrai. Je t'en ai parlé. Ça a été toute une mauvaise surprise pour moi ce soir-là, alors que pendant plusieurs heures, j'ai pensé qu'on devenait indépendant. Je me suis réveillé dans un cauchemar. Écoutez, c'était notre épisode pour cette semaine. J'invite tout le monde à vous abonner à notre balado. On est sur Apple Podcasts, on est sur Google Podcasts, on est sur SoundCloud, on est sur Spotify. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Twitter, vous pouvez nous écouter sur YouTube. Il va falloir que je recommence à donner un peu d'amour à notre YouTube. C'est ma responsabilité, ça en plus. On est sur Instagram. Engagez-vous à visiter notre site web. Il y a des sections même consacrées à cet aspect-là. Engagé public, engagé avec ES, public avec ES.com. Je vous remercie beaucoup, les gars. Ça a été un épisode. Ronnie, j'ai peur d'avoir été un peu sévère avec toi. Non, c'est correct. Peux-tu revenir, Ronnie? T'es-tu correct? Ça se peut que j'aurais. Écoute, tu comprends que mettez un sondage sur la page des engagés publics. Est-ce que Ronnie devrait revenir? Sondage ouvert. Je suis pas mal certain que le monde va dire oui. Puis là, mais tu comprends que quand tu joues dans mes... directement dans soit des vieilles plaies ou soit... C'est ça, il y a un traumatisme. Je t'invite à un congrès du Parti libéral, Denis. Sans blague, là, j'étais vraiment jaloux. Jérémy a eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Je le sais, il va falloir que je m'achète une petite cravate rouge. Donc, engagez-vous tout le monde, puis à la semaine prochaine. Bye. Merci. Pour commencer puis pour démarrer un engagement. Y a-tu de la musique, là? Oui, on peut mettre une transition. Okay. Tu pourrais le garder même ça. Y a-tu de la musique, là?